Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes avec Noël, docteur Noël Tchani, Congolais qui travaille à la Banque mondiale. Il était à Bruxelles il n'y a pas longtemps avec le plan Marshall qui fait couler beaucoup d'encre. Il s'est prononcé pour la candidature à la magistrature suprême. Donc si tout va bien, il sera le prochain président de la République démocratique du Congo, très honnête, très sérieux, très apprécié dans beaucoup de milieux internationaux. Nous sommes avec lui. Bonjour, docteur Noël. Bonjour, pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous portez? Je me porte très bien, merci. Nous commencerons directement par d'abord l'élection américaine. Donald Trump vient de gagner les élections. Vous êtes presque américain ou vous avez gardé votre nationalité. Je crois que vous avez gardé votre nationalité parce que vous serez candidat. Mais vous vivez là-bas. Votre réaction à l'élection de Trump pendant que tout le monde croyait que c'était Hillary? Oui, effectivement, Donald Trump a été élu président donc, des États-Unis après une campagne électorale qui a été très dure, des démocrates versus donc, les républicains. Il y a eu beaucoup d'attaques entre les deux camps. Mais le plus important, c'est que chacun des candidats présentait au peuple américain sa vision pour le pays, son projet de société, c'est qu'il envisageait donc de faire pour rendre le pays meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. À la fin donc, de cette compétition électorale, Donald Trump a été élu. Moi, je pense qu'il faut saluer la démocratie donc, dans ce pays, parce que malgré le fait que les médias, globalement, étaient totalement acquis à la cause donc, de Mme Clinton, tous les sondages montraient Mme Clinton donc, gagnante, et à la fin de la journée, c'est Donald Trump qui est sorti donc victorieux. Il faudrait saluer la démocratie de son pays, dans la mesure où c'est la voix du peuple qui a été entendue. Et il faut respecter donc ce choix. Respecter les choix, mais pour le Congo, on ne comprend pas. Le pouvoir en place jubile, l'opposition jubile, on ne sait pas. Nous, on sait plus ou moins rien, mais vous qui vivez aux États-Unis, Donald Trump, c'est bon pour l'Afrique, c'est bon pour le Congo, notre pays. Vous qui serez candidat à la présidence au Congo, Donald Trump, c'est bon pour le Congo? Bon, pour l'instant, il faut dire que on ne connaît pas très bien la vision de M. Trump en ce qui concerne la politique africaine. Donc, il faudrait attendre qu'il puisse se prononcer et il faudrait attendre qu'il puisse constituer son équipe et nous pourrons être à mesure donc d'apprécier les orientations politiques qu'ils vont prendre donc en fonction de son équipe, mais également en fonction donc des actions concrètes qui seront donc prises. Mais globalement, il faudrait dire que tout changement est bon. Les États-Unis ont eu une certaine façon de faire affaire avec le monde extérieur, et particulièrement donc avec l'Afrique. Et il y a des gens qui se sont sentis soutenus par l'administration qui vient donc de partir ou qui va partir bientôt. Mais il y a des gens aussi qui se sont sentis donc lésés. Moi, j'estime qu'il faudrait donc qu'on puisse attendre que le président Trump commence donc à fonctionner et on va déterminer exactement dans quel sens il va aller. Ceux qui sont en train de jubiler en Afrique, ils ne savent pas exactement pourquoi ils jubilent. On va jubiler basé sur quoi? Parce qu'on ne connaît pas ce que la personne donc, envisage donc de faire. Mais je voudrais aussi me baser sur les déclarations que M. Trump a faites en ce qui concerne les États-Unis. Il a dit que ses priorités vont être d'abord sur les États-Unis des questions intérieures. Donc, il ne va pas prendre donc, les problèmes d'autres pays comme étant ses priorités avant de résoudre les problèmes donc, américains. De ce point de vue, je considère que ça va donner aux Américains de pouvoir donc, se recentrer sur leurs propres intérêts d'abord à l'interne. Cela ne veut pas dire donc l'isolement ou bien le refus d'intervention donc, pour aider donc, le reste du monde. Mais nous devons attendre au moment approprié, nous serons en mesure donc, de pouvoir apprécier cela. Je vois aussi qu'aux États-Unis, M. Trump a beaucoup insisté sur ce qu'il appelle donc law and order, c'est-à-dire l'état de droit.
L'état de droit dans des pays comme la République démocratique du Congo veut dire le respect de la Constitution, le respect du jeu démocratique, l'alternance démocratique. J'espère que c'est ça les principes qui vont guider l'administration donc Trump qui va arriver au pouvoir bientôt. On va revenir, docteur Noël Tchani. Le Conseil de sécurité de l'ONU, maintenant, on parle de notre pays. Ils font pression pour qu'on puisse sécuriser les présidents comme Kabila. Après, si Kabila partait, qu'on puisse lui donner des garanties et que Kabila puisse. On demande à Kabila, Kabila doit se prononcer pour son départ et puis on veut lui garantir après son départ. Quand vous voyez ces choses-là commencer à arriver maintenant, garantir l'après Kabila, vous, quelle est votre position par rapport à cela? Êtes-vous d'accord? Votre réaction? Les présidents ne partent pas parce que leur dépôt, après leur départ, rien n'est sécurisé. Oui, effectivement, j'ai suivi ces déclarations ou bien ces déclarations de Human Rights Watch, mais également j'ai suivi de très près le séjour des ambassadeurs donc, du Conseil de sécurité en République démocratique du Congo. Concernant la question donc, de la sécurité du président Kabila après son départ de la présidence, c'est tout à fait légitime. Moi, je pense qu'il a fait son temps, il a géré le pays à sa façon. Nous sommes arrivés à la fin donc, de son mandat. Il faudrait qu'on puisse lui garantir à lui, à sa famille, mais également à sa famille politique et biologique, qu'on leur garantisse donc la sécurité après qu'il soit donc parti du pouvoir. Nous avons besoin de la paix et de la stabilité. Nous n'avons pas besoin donc du désordre. Donc, si moi je suis élu président de la République, je voudrais donc rassurer tout le monde. Ceux de l'opposition, de la majorité de la société civile, je voudrais qu'on puisse avoir un pays paisible, où chacun peut vaguer à ses opérations, ceux qui ont donc des ressources financières importantes, qu'ils restent en République démocratique du Congo, qu'ils investissent donc au Congo, qu'ils créent des emplois pour les Congolais, qu'ils vivent en harmonie avec le reste de la population. Le président Kabila aussi fait partie de la population congolaise. Le Congo, donc, c'est chez lui, il peut rester là-bas. Noël Tchani, à Bruxelles, au Congo, il y a des tractations pour le nouveau gouvernement qui sortira peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain. Votre position par rapport à cela, est-ce que vous avez été contacté? D'autres vous voient un très bon Premier ministre, un très bon Premier ministre de la transition. Noël Tchani, ça pourra faire avancer les choses. Votre réaction par rapport à cela, à ce qui se passe au Congo, le rassemblement a, je crois, vous êtes à contact avec peut-être tout le monde, vous suivez de près l'évolution du pays, votre présence en Europe. Bon, je sais simplement qu'il y a eu ce qu'on a appelé le dialogue à la cité de l'OUA, qui a réuni les membres de la majorité présidentielle ou les représentants de la majorité présidentielle et de l'autre côté, une portion de l'opposition derrière des gens comme Lévital Kaméré et d'autres. C'est une petite portion de l'opposition par rapport à ceux qui sont restés, donc, qui font partie du rassemblement. Moi, je fais partie du rassemblement des forces politiques et sociales à guise au changement. Vous m'avez vu donc à la conférence donc, à Genval. À Genval. Donc, je n'ai pas fait partie du dialogue qui a eu lieu à la cité donc, de l'OIA. Il faudrait dire que l'accord politique qui est sorti de ces tractations à la cité de l'OIA, cet accord politique n'est pas inclusif. Vous savez, on a connu au Congo ce qu'on a appelé les concertations nationales. Il y a une portion de l'opposition qui était aux concertations nationales. Il y a une grande portion qui n'était pas aux concertations nationales. Ils ont sorti à peu près 600 recommandations. À la fin de ces concertations nationales, ils ont mis en place un gouvernement qui était supposé un gouvernement d'union nationale. Mais est-ce que ce gouvernement avait résolu donc, la crise de légitimité ou le manque de confiance qui existait entre les différents acteurs politiques? Ma réponse est non. Si on a fait cet exercice avec les concertations nationales et qu'on n'a pas trouvé de solution au problème congolais, aujourd'hui, le dialogue à la cité de l'OIA semble être exactement comme les concertations nationales parce qu'il y a une portion de la population congolaise qui ne se retrouve pas dans ce qui a été fait là-bas. Moi, je voudrais faire appel à tous nos frères congolais pour que nous puissions chacun mettre de l'eau dans notre vin afin que nous puissions nous retrouver dans un dialogue inclusif afin de pouvoir débattre sérieusement des questions congolaises et trouver des solutions qui puissent engager tout le monde. Nous ne pouvons pas encore jouer, nous allons arriver bientôt à l'échéance du dernier mandat du président de la République le 19 décembre 2016. Si rien n'est fait, si un accord
inclusif n'est pas trouvé. Il faut craindre le pire pour notre pays et pour notre population. Et je pense que nous voulons tous éviter ce pire-là. Noël Tchani est parmi, on pourrait dire, le seul Congolais qui a une vision claire, un projet bien écrit, bien présenté pour le Congo. Si aujourd'hui Noël Tchani prend le Congo, devient président du Congo, il a une vision vraiment claire. On n'a jamais vu ça au Congo. Les gens veulent devenir président, mais ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas ils n'ont rien. Mais la question qu'on vous pose, vos détracteurs, on dit que votre projet, votre plan Maréchal, c'est vraiment, on pourrait dire que c'est trop, c'est comme si vous rêvez. Où allez-vous trouver des milliards là pour un pays africain, c'est comme si vous rêvez. Ben, ceux qui disent que je suis en train de rêver, c'est qu'ils n'ont pas compris comment il faut rêver. Ils ne savent pas comment il faut rêver. Moi, je veux dire ceci. Avant que quelque chose devienne une réalité, il faut rêver. Et je suis content d'avoir rêvé grand pour mon pays et d'avoir conçu ce plan avec la collaboration de beaucoup de nos compatriotes d'ailleurs, que je remercie pour le travail qu'ils ont fait pour que nous puissions mettre en œuvre donc, sur papier donc, ce plan Marshall. Maintenant, la vision, elle est grandiose. Si on arrive, en quoi que ça consiste d'ailleurs, nous avons fait d'abord le diagnostic de la situation actuelle. Nous avons trouvé que la situation actuelle, elle est catastrophique. Le Congo a échoué sur le plan du développement. Le Congo, aujourd'hui, donc, est classé le pays le plus pauvre du monde, avec un PIB par habitant le plus bas de la planète. C'est une honte pour nous tous, Congolais. 90% de la population congolaise n'a pas accès à l'eau potable ou à l'électricité. Une famille, dans une famille, on trouve qu'il y a des gens qui mangent en alternant. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui mangent le lundi et le mardi, il y a d'autres enfants qui ne peuvent pas manger parce qu'ils attendent manger mercredi. Ce n'est pas une situation humainement acceptable. On trouve aujourd'hui qu'un pays grand de 2 342 000 km², on a à peine quelques 24 000 km de routes pavées. Et d'ailleurs, pavées, la qualité n'est pas là. Donc, sur le plan du développement, notre pays a échoué. Nous devons prendre conscience de cela. C'est ça le diagnostic que nous avons mené avant de pouvoir concevoir le plan Marshall que nous proposons. Ce plan s'articule autour de 8 piliers, mais je vais me résumer globalement. Nous devrons investir pour rétablir la paix, la sécurité, promouvoir la mise en place d'institutions stables, d'institutions crédibles, d'institutions démocratiques, fonctionnelles, pour que nos pays puissent tourner donc de façon normale. Nous devons investir donc dans les ressources humaines, c'est-à-dire à travers des programmes d'éducation de la santé et d'autosuffisance alimentaire. Nous devons mettre en place un bon environnement pour le développement du secteur privé, mettre en place un système financier qui fonctionne, qui puisse garantir la mobilisation des ressources de la part de ceux qui ont des moyens pour qu'on puisse prêter ou mettre ces ressources à la disposition de ceux qui en ont besoin, soit pour leurs besoins personnels, soit aussi pour pouvoir financer leurs activités industrielles, commerciales ou des activités productives. Mais au-delà de ça, nous avons élaboré un grand programme de construction des grands travaux d'infrastructures à haute intensité de main-d'œuvre qui inclut les routes, les autoroutes, les chemins de fer, les ports, les aéroports, les écoles publiques, les hôpitaux publics, les parcs nationaux. Et au-delà de ça, nous voudrions aussi transformer les matières premières congolaises en produits semi-finis et produits finis à l'intérieur du Congo, utilisant la main-d'œuvre congolaise. Bien sûr, on pourra faire appel aussi à l'expertise expatriée ou étrangère en cas de besoin, en cas de nécessité. Donc, cette combinaison de la politique des grands travaux d'infrastructure à haute intensité de main-d'œuvre et de la politique d'industrialisation accélérée pour qu'on puisse transformer les produits, les matières premières congolaises en produits semi-finis, produits finis. Cette combinaison va nous permettre de créer beaucoup d'emplois que nous estimons entre 50 millions et 100 millions sur une période de 15 ans, suffisamment pour donner du travail à tout le monde, tuer le chômage en République démocratique du Congo. Et avec des lois du travail qui pourront déterminer le salaire minimum, nous allons améliorer considérablement le niveau de vie de notre population. Maintenant, comment mettre en œuvre cette politique qui va demander des ressources financières estimées à peu près à 800 milliards de dollars sur une période donc de 15 ans. Vous savez, le Congo génère beaucoup d'argent, beaucoup de ressources. Mais actuellement, donc, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que ces ressources sont détournées. Ces ressources n'entrent pas dans les caisses de l'État. Ces ressources se retrouvent donc dans les poches donc, des privés. Et par conséquent, l'État n'a pas de moyens pour mettre en œuvre sa vision de développement.
Ce que nous devons faire, c'est récupérer cet argent en combattant la corruption, en mettant ces ressources donc, dans les budgets de l'État pour les utiliser pour financer donc, le développement. Maintenant, une portion d'argent qu'on ne pourrait pas mobiliser avec des ressources intérieures, cette portion d'argent, on pourrait donc l'emprunter de la part des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, mais également on pourra faire appel à des investissements directs étrangers. Je vous donne un exemple. Le grand barrage d'Inga. Si nous avons un bon environnement de paix, de stabilité donc, dans le pays, on n'a pas besoin nécessairement de sortir cet argent donc, de la poche de l'État. Nous pourrons faire appel à des investisseurs étrangers qui pourraient investir donc, en République démocratique du Congo. Donc voilà globalement comment nous comptons pouvoir mettre en œuvre la vision de développement que nous avons conçue pour le pays et comment nous comptons pouvoir mobiliser donc, les ressources qui pourraient venir des ressources intérieures, des bailleurs de fonds bilatéraux, multilatéraux, mais également des investissements directs des étrangers. Vous prenez le pouvoir aujourd'hui. Vous commencez par où? Parce que le Congo, on dit... C'est comme s'il y a eu séisme ou catastrophe naturelle, on ne sait pas. Vous commencez par où? Oui, vous savez, la gestion d'un pays comme la RDC demande qu'on puisse établir des priorités. La vision de développement telle que je viens de la développer englobe beaucoup d'activités qu'on peut mettre en œuvre sur une période de temps de 15 ans. Mais on ne va pas attendre 15 ans pour pouvoir donc agir. Dès le premier jour, il y a des actions qui sont prioritaires. Par exemple, le rétablissement de la paix, de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, c'est une priorité des priorités parce que sans ça, on ne peut rien faire donc dans le pays. La mise en place d'une administration publique fonctionnelle, la réforme de l'État, la mise en place d'institutions démocratiques qui fonctionnent, ça constitue donc des priorités qu'il faudra donc que nous puissions gérer donc dès le départ. Il faudra maintenant qu'on puisse regarder donc dans chacun des piliers du plan Marshall, il y a des actions par-ci par-là qu'il faudra qu'on puisse commencer à mettre en œuvre parce qu'on ne va pas d'abord mettre en œuvre un pilier et quand on l'a terminé, on commence donc un deuxième, ainsi de suite. Là. On doit investir donc dans l'éducation. On doit pouvoir créer des emplois donc pour des gens. On doit améliorer donc les conditions salariales pour que ceux qui travaillent dans l'administration publique, par exemple, puissent être payés correctement et avec cela, ils peuvent supporter donc leur famille donc de façon responsable. Donc voilà comment nous pensons pouvoir donc réorganiser les choses, mais en définissant donc des priorités qui vont inclure le rétablissement de la paix et de la sécurité, la réforme donc du système éducatif, l'investissement dans les ressources humaines, notamment en payant donc les gens correctement pour améliorer le social des Congolais dans l'immédiat, mais également progressivement quand on crée donc des emplois, que chaque personne qui reçoit donc un salaire, ce salaire donc puisse lui permettre donc de supporter sa famille et de vivre correctement. Comment comptez-vous gérer les relations entre les pays du Nord et les pays du Sud? Souvent, les pays du Sud sont victimes, les pays pauvres sont victimes de la dictature des pays du Nord, même si vous avez des bons projets, une grande vision, mais beaucoup ont essayé. Avant vous, je citerai par exemple Pascal Lissouba avait pensé, rêvé faire du Congo-Brazza la Suisse d'Afrique. Aujourd'hui, il est en exil. Oui, ces rivalités entre le Nord et le Sud vont toujours exister, mais je pense qu'il nous appartient à nous, Congolais, d'expliquer donc aux gens, à la communauté internationale, que je trouve d'ailleurs donc très positive à l'égard donc de nous, la République démocratique du Congo, parce qu'elle est disposée à pouvoir nous assister ou nous aider donc dans la mesure du possible pour mettre en œuvre notre vision de développement de façon responsable. Vous savez, moi j'évolue dans la communauté internationale depuis un certain temps. Toute ma carrière, je l'ai fait donc dans les banques commerciales à New York, mais également à la Banque mondiale à Washington depuis 26 ans bientôt. Je connais beaucoup de gens dans cette communauté internationale. Je ne connais personne qui m'a dit jusqu'à présent qu'il faut faire du mal à mon pays. Bien au contraire, tout le monde est intéressé à nous aider pour que nous puissions mettre en œuvre une vision de développement qui puisse pour une fois améliorer la gouvernance, le leadership, créer de bonnes conditions pour tout le monde. Et d'ailleurs, le monde extérieur, qu'est-ce qu'ils veulent? Si le Congo tourne bien, ça va créer des opportunités, comme je le dis, non pas simplement pour les Congolais, mais également pour le monde extérieur aussi, les entreprises du secteur privé. Je vous ai parlé tout à l'heure donc de la construction du barrage d'Inga ou bien de la construction donc des routes, des aéroports, des ports, ainsi de suite. Je fais comprendre à tout le monde que si nous voulons mettre en œuvre cette vision de développement, nous aurons besoin non pas simplement de créer des emplois pour les Congolais, mais nous allons créer aussi des emplois pour les gens de ces pays en Occident, la Belgique, la France, les États-Unis, la Chine,
ainsi de suite, qui viendront chez nous travailler avec des Congolais, nous aider à mettre en œuvre certains composants donc, de notre plan de développement pour lesquels nous n'avons pas d'expertise. Donc, je pense que la mise en œuvre de cette vision va créer des opportunités et pour les Congolais et pour le monde extérieur. Pour terminer, certains de vos compatriotes qui étaient à Genval avec vous, ils sont maintenant chez les autres, chez Caméré. Comment voyez-vous le départ de Kabila le 19 décembre? C'est possible? Ça sera comment? Il faut peut-être soit vous demandez un régime spécial, donc vous aussi, vous demandez encore le glissement comme les autres. C'est comment un groupe du rassemblement entré? Je ne peux pas parler pour ceux qui ont été à Genval et qui sont partis donc, dans l'autre camp. Bon, ce qui est important, c'est que tout le monde semble pouvoir être préoccupé par l'avenir de la RDC. Nous voulons que la Constitution soit respectée. J'ai compris que ceux qui sont dans ce camp-là, mais également nous qui sommes dans le rassemblement, tout le monde semble pouvoir parler donc du respect de la Constitution. Mais il faut qu'on respecte cette Constitution scrupuleusement. La Constitution prévoit aujourd'hui que le mandat du président de la République est de 5 ans renouvelable une seule fois. Et cette deuxième fois va expirer le 19 décembre. Maintenant, à partir donc, du 19 décembre, parce que les élections n'ont pas été organisées dans les conditions que nous connaissons, il faut qu'on arrive en tant que compatriotes, tous ensemble, ceux de la majorité présidentielle, de l'opposition, de la société civile, dans un dialogue inclusif, qu'on détermine qu'est-ce qu'il faut faire par la suite, mais tout en respectant la Constitution. Le respect de la Constitution va se faire comment? Moi, j'estime que le mandat du président qui arrive à terme détermine exactement son statut. Maintenant, si dans un dialogue inclusif, il y a un autre arrangement donc, qui est trouvé, ce sera une décision que les Congolais vont devoir prendre en connaissance de cause, mais de façon collective, sans exclure donc une portion de la population. Votre mot de la fin? Bon, mon mot de la fin, c'est que je souhaiterais vraiment que mon pays puisse retrouver donc, la paix et la sérénité. Et je voudrais que tout le monde puisse reconnaître que aucun pays du monde ne peut se développer si les gens ne respectent pas les règles du jeu. Les règles du jeu que nous avons, c'est la Constitution. Cette Constitution définit le rôle que chaque institution doit pouvoir jouer. Dans ce cas précis ici, il importe pour le président Kabila de pouvoir donc dire clairement ce qu'il entend faire le 19 décembre, qu'il puisse donc dire au revoir à la population congolaise et que nous puissions donc déterminer maintenant par la suite comment le pays va être géré, combien de temps il nous faudra pouvoir faire les travaux préparatoires pour que les élections présidentielles et législatives puissent avoir lieu donc le plus rapidement possible. Mais je souhaiterais vraiment que nous puissions mettre en place des institutions qui sont fortes, qui sont crédibles, parce que c'est cela la base donc de la confiance que le monde extérieur, les bailleurs de fonds, même les Congolais pourront avoir à l'égard donc de notre propre pays, la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. C'est le docteur Noël Tchani. Il est candidat à rien. Il n'est pas candidat à la transition. Il n'est pas candidat au poste de Premier ministre. Mais lui, c'est juste la présidentielle. Il sera candidat président. Si tout va bien, d'ici là, si c'est 2017, il sera candidat président. Si c'est 2018, il sera candidat, il est là. Si c'est 2016, là, il sera candidat président. Ça a été un plaisir pour nous de l'avoir. Il vient des États-Unis. Vous rentrez tout à l'heure là. Merci beaucoup, Pasteur Bobo, de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer devant votre micro. Effectivement, je rentre aux États-Unis d'ici donc la semaine prochaine, mais demain déjà, je vais me déplacer pour aller à Paris. Merci beaucoup. Merci.